La mer est au centre du monde grec. Aucune terre n'est située à plus de 90 km de la mer, et aucun point dans la mer à plus de 60 km de la terre. Il existe évidemment de nombreux réseaux de circulation terrestre, mais cela implique un transport coûteux, réservé par conséquence aux ressources stratégiques ou de luxe. Le transport maritime est beaucoup plus développé et souvent préféré. C'est bien des déplacements, des voyages et du commerce dont nous allons parler aujourd'hui. Le peuple grec est indéniablement un peuple de commerçants, rivalisant avec les champions du domaine comme les Phéniciens ou leurs descendants les Carthaginois. Mais avant de parler de commerce, il nous faut parler de ce qui est commercé. Le contrôle et l'exploitation des ressources est l'une des motivations principales des cités dans toutes les décisions géopolitiques et militaires. Premièrement, la nourriture, évidemment, à travers les céréales et l'élevage, l'huile d'olive, le vin, autant de ressources devenues immensément stratégiques. Nous pouvons aussi prendre l'exemple de l'Atrière, le navire de guerre grec par excellence. Sa construction demande une diversité incontournable de ressources. Des ressources métalliques, entraînant donc une importante consommation de bois pour le faire fondre, ce même bois pour la construction, la poix pour calfater la coque, et l'ocre pour la peindre et la protéger. Aucun territoire grec ne possède tous ces éléments. Sécuriser des routes commerciales et des alliances devient donc essentiel, sinon impossible de construire des navires. On comprend le soin des Athéniens de contrôler toutes ces ressources pour conserver leur suprématie maritime. Et en réalité, leur empire, prenant la forme de la Ligue de Délos, est en partie pensé autour de ces routes de transit de matières premières. Nous pouvons aussi faire un focus sur les minerais et la pierre. Les mines et carrières apportent une grande prospérité aux cités, mais imposent un travail particulièrement pénible et dangereux aux ouvriers. On trouve du fer en Laconie et en Eubée, de l'or à Tassos, du cuivre à Chypre et à Chalcis. Athènes possède, elle, les mines les plus importantes de la Grèce, avec ses gisements de plomb argentifère du Laurion et de Maroénéa, dans lesquels travaillent plus de 20 000 mineurs. Les puits peuvent aller jusqu'à 100 mètres de profondeur, où les galeries sont très étroites, pas plus de 60 cm de large et 1 mètre de hauteur. Les risques d'éboulement sont très grands. La ventilation des boyaux est mauvaise, et la moindre pluie menace d'inonder les puits. Bref, pas une partie de plaisir. Les mines appartiennent à l'État, qui les met à disposition de concessionnaires, moyennant un prix de vente et un pourcentage sur le métal extrait. On retrouve le même principe sur certaines surfaces agricoles. Deux catégories d'ouvriers sont employées par ces propriétaires, ceux qui sont affectés à l'extraction du minerai et ceux qui les traitent en surface. Esclaves dans la grande majorité, on peut dire sans grande ambiguïté que ce sont les travailleurs les plus misérables de toute la Grèce. Ces infortunés pensent que le futur est toujours plus redoutable que le présent et attendent une mort plus désirée que la vie, nous disait même Diodore de Sicile. Ces esclaves appartiennent à des propriétaires qui les louent aux concessionnaires de mines. L'extraction a lieu nuit et jour, et le mineur doit rester à son poste pendant 10 heures, sous la menace des coups du surveillant. Il travaille couché, nu ou à peine vêtu d'un pagne pour supporter la chaleur, et il entame ainsi le filon, avec un coin et un marteau, puis creuse avec son pic pour extraire le minerai. Pour s'éclairer, il utilise une petite lampe à huile, et derrière lui, une femme ou un enfant ramasse le minerai dans des corbeilles et les ramène à l'air libre. À l'extérieur, il est broyé dans des mortiers et des meules, lavé dans des bacs et fondu dans des fours. Le métal obtenu est moulé en lingots. Ceux du Lorient pèsent 15 kg et sont marqués avant d'être transportés à Athènes où ils seront transformés en monnaie par exemple. L'exploitation des carrières est sensiblement la même que celle des mines. Les Grecs utilisent la pierre plutôt que le bois depuis le dernier tiers du 7e siècle avant notre ère, pour les statues, et un demi-siècle plus tard pour les temples. Le marbre bien connu est également très recherché. Cependant, d'autres ressources se retrouvent, elles, en trop faible quantité en Grèce, et nécessitent un import depuis plus lointain, comme le lin et la laine utilisés pour les habits qui viennent d'Égypte, d'Italie ou de Thrace. Raison de plus pour la cité grecque de se tourner vers la mer. En réalité, si on regarde une carte de la Grèce antique,
L'immense majorité des cités sont à quelques lieues tout au plus de la mer, avec seulement quelques contre-exemples comme Sparte ou Thèbes, mais qui, même elles, restent à seulement quelques dizaines de kilomètres de l'eau et de son ouverture sur le commerce. Vous le voyez, les Grecs ont fait commerce de tout, bien que certaines ressources soient plus stratégiques encore que d'autres. Ce commerce se développe à plusieurs échelles, aussi bien dans le cadre de la cité, pour rappel, la cité comporte la ville en elle-même mais aussi son territoire environnant, mais aussi à des niveaux régionaux, voire internationaux, grâce notamment aux liens particuliers établis avec des villes et colonies lointaines. On reviendra sur ce phénomène dans une vidéo dédiée. Concentrons-nous sur le commerce pour l'instant. L'achat et la vente se font sur le marché, présent sur les places publiques des villes. À Athènes, chaque catégorie de marchands dispose d'une zone réservée sur l'agora, l'espace public central. Et il est courant de dire « je vais au poisson » en parlant de la zone. On y trouve les étals de paysans venus de la région, des boutiques de vêtements et de chaussures, de poteries, des pêcheurs qui sont remontés depuis le Pirée et des marchands plus lointains. Une fois par mois, à la nouvelle lune, se tient le marché aux esclaves, qui propose serviteurs pour la maison et ouvriers pour les ateliers. Chaque marchand a loué sa place à la cité, et des agoranomes, inspecteurs des marchés, sont là pour faire régner l'ordre et arbitrer les différends. Le marché débute le matin, dès le lever du soleil, et dans une famille, c'est vraisemblablement souvent l'homme qui se charge de s'y rendre. Afin d'éviter les contestations et de faciliter les échanges, Athènes et plusieurs autres cités ont établi des mesures officielles et communes pour les liquides ou les grains par exemple. Mais ce système n'est pas universel, et des systèmes uniques à chaque cité entraînent inévitablement des controverses entre marchands et clients. L'unité de mesure de base est le cotyl, correspondant à un peu plus de 25 centilitres. Chaque cité utilise des multiples du cotyl, comme le cou, un peu plus de 3 litres à Athènes. Pour les grains, on utilise d'autres mesures, comme la kénis d'environ 1 litre. En réalité, je vous épargne les plusieurs dizaines de mesures existantes. Et la même diversité s'observe pour les poids. Pour peser les produits, chaque marchand dispose de balances à 1 ou 2 plateaux et de poids en bronze. Les métronomes des magistrats contrôlent sévèrement ces poids pour vérifier qu'ils n'ont pas été falsifiés sous peine d'une très lourde amende. On l'a dit, au-delà des échanges locaux ou régionaux, un important courant de marchandises vogue sur la Méditerranée. Les denrées de toutes sortes, les produits de luxe et les esclaves sont transportés entre les colonies autour de la Méditerranée et la Grèce continentale. Grâce à l'étendue de sa flotte et ses alliances politiques, Athènes est de loin la première puissance économique. Et heureusement pour elle, car on estime aujourd'hui que c'est l'une des seules cités grecques qui n'est pas autosuffisante en nourriture. L'Attique n'est pas propice à l'agriculture, et la population d'Athènes, gigantesque pour l'époque, consomme des quantités inégalées de nourriture. La cité doit donc compter sur l'importation maritime, et c'est pourquoi le port du Pirée est un véritable épicentre des réseaux maritimes de tout le monde grec, à la croisée des chemins venant d'Italie et de Sicile, d'Afrique et d'Asie mineure ou de la mer Noire. On y trouve même des marchands de gros, les amporoi, véritables hommes d'affaires qui investissent dans de lointaines expéditions. Fournissant la cargaison, ils travaillent avec les nocléroi, les armateurs qui disposent des navires. De nombreux citoyens investissent dans ce manège. Les prêts à la grosse aventure, comme on les appelle, peuvent rapporter de 20 à 30% de la somme engagée. Si le navire échappe aux pirates et aux tempêtes. Les Grecs sillonnent la Méditerranée en longeant le plus souvent les côtes, profitant des nombreuses îles de la région, mais certains n'hésitent pas, par calcul ou par obligation, à braver la pleine mer. Il faut noter que les marins grecs ne possèdent aucun instrument leur permettant de naviguer en mer. Ils se reposent sur la connaissance des vents, des courants, la position du soleil et des étoiles. Donc, quand le temps se couvre ou se gâte, on préfère bien souvent se mettre à l'abri d'une crique. Tous les repères disparaissent, rendant encore plus impressionnant leur capacité à naviguer en haute mer. Tout marin connaît les différents passages dangereux de Grèce, comme le cap Malais, le détroit de Messine ou encore l'entrée du Bosphore. Ces passages sont même parfois contournés par des voies terrestres, comme via le Dioklos sur l'isthme de Corinthe, un chemin dallé
grâce auquel des navires peuvent traverser l'isthme par voie terrestre sans avoir à contourner tout le Péloponnèse. La chaussée, qui s'étend sur 6 à 8 km, comporte une sorte de rail rudimentaire pour le transport. Seuls les marins les plus talentueux voguent au-delà de la Grèce, vers la Crète ou l'Égypte. Hérodote nous raconte par exemple la mésaventure d'un navire de Samos qui se rendait en Égypte et qui fut dévié de sa route par un mauvais vent qui l'entraîna jusqu'à Gibraltar, sacré détour. Entre octobre et avril, peu de navires prennent la mer pour éviter les vents violents et tout le commerce tourne au ralenti, accentuant les possibles disettes dans certaines villes. Les navires de commerce sont d'ailleurs très différents des trières. Ils sont lourds et ventrus, munis d'un grand mât portant une voile rectangulaire et un ou deux gouvernails. Avec un vent favorable, un navire de commerce peut parcourir 34 miles nautiques en 12 heures, soit une moyenne de quasi 3 nœuds. Par comparaison, un voilier moderne atteint 8 à 12 nœuds et un paquebot 15 à 20 nœuds. L'équipage ne sort les rames que pour éviter un mauvais vent, passer un cap ou atteindre un mouillage. L'ancre, inventée par les Grecs d'ailleurs, est fixée à l'avant. Il n'existe pas de navire de transport à proprement parler, donc les voyageurs embarquent sur les navires de commerce, et le prix d'une traversée étant de toute façon modique. Cependant, cette traversée n'est pas sans danger. Tempête, pirates le long des côtes. Plus que la marchandise, ce sont bien les hommes à bord qui les intéressent, pour alimenter les marchés d'esclaves. Les Grecs, habitués surtout à voyager par la mer, n'ont pas cherché à beaucoup améliorer leur réseau routier. Cependant, au fil du temps, les chemins sont de plus en plus fréquentés par toutes les classes sociales, souvent à pied. La géographie grecque, très accidentée, ne permet pas la construction de grandes voies. La plupart des routes sont en réalité plutôt des pistes empierrées, déterminées par le relief, les points d'eau et les différents territoires des cités. On ne retrouve presque aucun pont. Les Grecs ne maîtrisent pas la voûte cintrée qui aurait permis de jeter de véritables ponts par-dessus un fleuve ou une grosse rivière. Il n'y a pas d'indication de distance ou de direction non plus. Et il faut le vouloir quand on part pour un voyage terrestre. Il y a quelques exceptions notables, avec en premier lieu les voies sacrées qui mènent aux lieux sacrés. On retrouve là des routes pavées et bien entretenues. La région d'Olympie en est un parfait exemple. Mais, outre ça, ce n'est pas très pratique. Il n'y a guère d'infrastructures hôtelières dans le monde grec, et on dort souvent chez l'habitant du pays qu'on traverse. Le devoir d'hospitalité est sacré pour les Grecs, et il est normal d'offrir aux voyageurs repas et coucher. Dans les grandes cités, certains des plus riches citoyens sont désignés comme proxènes, et ont l'obligation d'accueillir chez eux les étrangers de passage. Voyager dans le pays n'est pas aisé, mais pourtant, on retrouve tout de même des voyageurs de tous bords. Propriétaires terriens citadins qui partent visiter leurs exploitations, paysans qui vont vendre sur des marchés, commerçants, artistes et troupes théâtrales en tournée. Tout ce beau monde partage la route avec les pèlerins. On peut aussi mentionner des intellectuels, médecins, magiciens et philosophes qui voyagent beaucoup pour donner des conférences, vendre leurs services et faire connaître leurs idées. On estime que les Grecs étaient de bons marcheurs, pouvant parcourir une vingtaine de kilomètres par jour. On voyage alors avec des habits commodes, un manteau et de bonnes chaussures pour les intempéries, un chapeau avec par exemple le pétassos, ce large chapeau, et un bâton de marche, servant aussi à se défendre des chiens errants ou autres animaux sauvages, même si tomber sur un lion sauvage n'est sûrement pas une bonne nouvelle. Si le voyageur a un esclave, il l'accompagne, portant sur son dos ses bagages. Chaque matin, le voyageur fait une prière. Il sait que des dangers le guettent. La mer a ses pirates, les routes ont leurs brigands. Les voyageurs auraient même l'habitude de se regrouper à plusieurs pour mieux affronter les dangers de la route. Seuls les plus riches possèdent un cheval et il est donc rare de voyager avec. En plus, aucun étrier, aucune selle, donc ce n'est pas le plus confortable pour les longues distances. Les mulets et ânes sont eux plus courants et portent souvent les bagages ou marchandises. En matière de véhicules, il y a des chariots à 4 ou 2 roues, mais l'état des chemins n'encourage pas leur usage pour autre chose que de courtes distances. Eh bien, il y en a des choses à dire tant le monde grec est construit autour du commerce et du voyage. Le contrôle, la production et l'échange des ressources est l'une des causes premières des accords ou conflits entre cités qui ne contrôlent jamais directement
tout ce dont elles ont vitalement besoin au quotidien. La cité grecque est définitivement ouverte sur le reste du monde, notamment à travers la mer, mais on l'a vu aussi de matières plus rares par la terre. Outre tous les voyageurs civils, des officiels parcourent également les routes. Les courriers portent les nouvelles d'une cité à l'autre. Et encore plus important, les héros, les kérikès, et ambassadeurs, présébéis, parcourent les routes sous la protection des dieux. Sacrilège de leur porter atteinte, car ils mènent les négociations entre cités. Bien sûr, vous l'imaginez bien, quand ces derniers faillissent à leur mission, ou quand la nécessité d'une cité de prendre ou reprendre le contrôle d'une ressource se fait trop grande, les Grecs vont basculer dans le conflit. De commerçants à guerriers. Prochain thème de la série, qu'est-ce que l'armée dans notre monde grec? Le prochain épisode sera à l'image de ce dernier, encore plus complet. Je vous remercie de m'avoir écouté, merci à tous de votre soutien, et je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, que l'histoire soit avec vous.